أين يفرن ورث السينما. الوجه الآخر ذنوبة يلدور لونا صغور ندى. مرحبا السامعين عندما مثلام وكن مثلام سلام الخير ذا الرباح في اللون مرة انصوفي سون والعسلامة نون غطونا يويسين النوبة نون أين فرن أرث السينم ناغ الوجه الآخر ديما وكد البروفيسور جميل عيساني. لمعنا وقبل نكمل يدوانا حريش ويسين إيويذ أونت في عرا وطونا منزو أود نسمكثي أين يطفن الولها قحريش أمنزو جاين عنان ثودرث البروفيسور جميل عيساني سيفاس لو بريزيدان انتي دوكلا جيما بدايق في جايث. Kine Nular Temdint Qarnes Biarritz. Biarritz, c'est l'une des stations balnéaires les plus célèbres du monde, qui se trouve au Pays Basque. 1956. إيوشون على خاطر الوقتني بابا إلا إصغراي قدرر نثوريس الكوليج نتيغيلت الفلاي الكوليج فيو مارشي نبذار ومن بعد الوقتني الكيرا 1956 يمرني ذايني غورنا la vallée de la Soumam et commencé l'activisme du FLN ومن بعد les instituteurs الوقتني ils étaient dans une situation délicate على خاطر d'un côté donc il y avait le FLN qui voulait fermer les écoles d'un autre côté donc il y avait la pression de l'administration coloniale. Il faisait les centres de vacances comme directeur pédagogique, comme économe et ensuite comme directeur. Donc il est parti s'installer en France. À la fin du 19e siècle, d'ailleurs, c'est la première maison de Sidiège. Elle a été construite par le colon Phillips en 1874. En 1875, il y a eu l'église de Sidiège. Donc, Achen, Kmurth, Glfleig, Sidiège, Gethorlis, c'est la tribu des Gethorlis, Glorthnir. J'ai 4 frères, donc on est 5 frères et 2 sœurs. Bon, jusqu'en 64 et au champ, mais il y a eu l'indépendance. Donc, il était instituteur de ce qu'on appelle les écoles de plein air. Les écoles de plein air sont des écoles spécialisées, les élèves dont le quotient intellectuel est inférieur à la normale. Et donc, il avait cette spécialisation, il n'y avait pas d'école de ce type, et pendant 2 ans, il a été pratiquement coopérant technique algérien en France. En 64, le ministère de l'Éducation a refusé de lui renouveler l'autorisation. Donc, bien sûr, bon, il vous suffit de prendre la nationalité. Il n'a pas voulu. Et au choix, donc, etc. Il n'y avait personne pour s'en occuper. Donc, voilà. Et au champ et d'école. Donc, le collège j'ai fait le collège. Il n'y avait qu'un seul collège. Donc, les élèves de partout, toute la région. Par exemple, donc, ils avaient tous des vélos parce que c'était plat. Même par exemple, il faut s'imaginer cette période-là. Donc, à des Sob, il y a combien? Plus de 15 km. C'était très dur. En plus, l'hiver était très rude. Très rude. Et donc, c'est des gens qui ont vraiment beaucoup de mérite. Ceux qui sont arrivés, il y en a beaucoup. Ceux-là que je connais qui sont médecins, qui sont ingénieurs, qui sont universitaires, ils ont eu un grand mérite. À l'école, je me souviens d'une leçon de sciences naturelles au CE2, la CM1. Alors, la leçon, c'était quoi? Le raisin et le fruit de la vigne, avec son jus, on fait du vin. Voilà, ça, c'était la leçon de Mais les frères, on avait un livre au CM2, le livre de lecture. D'ailleurs, les textes de français qui figuraient là-bas, c'était des textes d'auteurs algériens, Mouloud Faraoun par exemple. Et il y avait un texte qui nous a marqué, c'était un texte de Taous Amrouch. Anida, elle raconte, à l'école, donc, elle disait,
Bellik, c'est une enseignante, Carnes Madame Gasquin. Et qu'est-ce que raconte Taous Amrouche? Carnes Bellik, Madame Gasquin, Neik Ntseth, Eris Hafadhan, Bellik, Thamourtaïn Deglenar. Il y avait nos ancêtres, les Berbères, etc. Elle leur a parlé des montagnes, le Djurdjura, et elle leur a fait prendre conscience de l'importance du patrimoine, des ancêtres, etc. Et d'ailleurs, elle utilise cette phrase, extraordinaire d'ailleurs, oui. J'éprouvais étrange sentiment de sécurité, à savoir que nous aussi, nous avons notre place dans l'histoire. Pendant la deuxième moitié des années 60, au niveau des collèges, on recevait par la poste, le plus normalement du monde. À l'Académie berbère, ils avaient des revues. Il y avait Etej, par exemple, il parlait de la langue berbère, donc comment écrire le tifinagh, comment écrire des textes tifinagh, etc. Et il y avait un engouement chez les collégiens par rapport à ces revues, Imazeren, Etej, etc. Et on était abonnés, donc on recevait ces revues au niveau du collège, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de censure par rapport à ça. Voilà, ça c'était au collège. Après, au lycée, ça a changé. Parce que, à l'époque, il n'y avait qu'un seul lycée, Glvgate. Après le collège, non. Le lycée, c'était Ibn Sina. En 71, il y a eu le transfert du lycée d'Ibn Sina à Al-Hammadia. Alors, au lycée, c'était autre chose. Et puis, j'étais interne. Donc, nous connaissons la vallée de la Soumam, on était interne. C'était agréable. C'était agréable parce que d'abord, il y avait une bonne ambiance, je crois. Les dirigeants du lycée étaient des gens qui étaient stricts. C'était la vieille école. Il y avait Miorouchan qui était proviseur, il y avait M. Moussaoui qui était secrétaire général, qui est d'ailleurs toujours vivant, je le vois, je profite de cette occasion pour le saluer. C'était assez ouvert et les professeurs, la plupart à l'époque étaient des professeurs français, il y avait M. Jabouin, c'était des professeurs de très haut niveau, il y avait les Deloffre, M. et Mme Deloffre, c'était des références. Et donc, pour revenir à la situation qui était différente par rapport au collège, c'est que au lycée, par exemple au niveau des activités culturelles, il y avait un militaire qui était chargé de la censure. Alors, nous, on avait créé un journal, le journal Progrès. Le directeur à l'époque, c'était Laswani Hamza, que je salue d'ailleurs par ailleurs. Moi, j'étais rédacteur en chef et on était nombreux, donc il y avait des rédacteurs. Jusqu'à présent, j'ai encore le journal. Par exemple, il y avait un article sur la GFLN, sur la révolution agraire. Glourtney, c'était ce truc-là. Et je me souviens qu'on avait fait passer à l'époque une traduction du poème de la chanson de Slimane Azem, Ayafarouch et Ferles, qui à l'époque, c'était pas facile de faire passer Slimane Azem dans une revue parce qu'il était interdit d'antenne, il était... Et donc nous avons fait la traduction de ce poème que nous avons publié. C'était, je pense, en 1972, donc ça remonte à loin. Et je vous dis qu'à l'époque, il y avait une censure, il y avait un militaire au niveau du lycée qui était chargé de surveiller. J'ai eu mes bacs, le bac algérien et le bac français, et à Constantine, donc, j'ai fait l'université. C'était un autre mode de vie parce que j'étais autonome. On est autonome, tu as une bourse. Bon, la situation était difficile à l'époque parce qu'il n'y avait pas de place dans les cités universitaires, etc. Donc, j'ai été clando de mon frère pendant une année. Ensuite, on a eu une chambre, etc. Côté études, qu'est-ce que vous avez suivi à l'époque comme études? J'ai fait le mathématique. Et l'option, donc, c'était probabilité statistique. الوجه الآخر. Vous étiez à l'université à Constantine. À la fin, comment ça s'est passé? Les études à Constantine, mais comment ça s'est passé? Alors, quand j'ai terminé mes études à Constantine, j'ai postulé donc pour aller préparer un doctorat. Voilà.
Voilà, donc j'ai obtenu une bourse pour aller en URSS à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, mais Vous étiez, partie de l'histoire. Voilà. vous étiez plutôt chanceux, quoi. Voilà, je fais partie de l'histoire puisqu'il... Et donc je suis parti à Bakou. Bakou, c'est la capitale de la République d'Azerbaïdjan qui se trouve sur la mer Caspienne, à la frontière de l'Iran. Là, c'était carrément un autre univers, quoi. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Bakou est une ville extraordinaire, une très belle ville. À l'époque, déjà, elle avait 2 millions d'habitants, donc plus qu'Alger à l'époque. Donc on est en 1978, c'est vraiment autre chose. Donc j'ai passé une année là-bas. J'ai appris la langue russe, bien sûr. Le premier jour, vous avez mis les pieds sur le sol. Et il faut arriver d'abord à Moscou et ensuite 48 heures de train. 48 heures de voyage pour atteindre... voilà. C'était un petit peu dur à Hesse de découvrir un autre horizon, une autre culture. Enfin, il y avait tout à réapprendre en fait. Bien sûr, donc il fallait, mais on était jeunes. Il y avait la volonté. Les jeunes... Ça a la volonté. Voilà, on était jeunes, donc c'était un autre monde pour nous. C'était un autre monde, donc... Il y avait beaucoup d'Algériens déjà. Il y avait beaucoup d'Algériens, pas à l'université. Là où j'étais, à l'université, il n'y avait personne. Par contre, il y avait l'Institut du pétrole, où il y avait beaucoup d'Algériens, et il y avait l'Académie militaire, où il y avait aussi beaucoup d'Algériens. Je crois qu'il y avait aussi un institut d'économie, où il y avait des Algériens. Voilà. Vous étiez à l'université ou bas de Nodem, ok, c'est le mec là, comment vous Il y débrouillez? avait une cité universitaire à côté, donc c'était là-bas. On nous a donné une chambre et on était là-bas, donc on... Belakarat, il y avait tout à refaire. La cuisine, matché kif kif, le mode de vie, matché kif kif. Oui. Il y avait peut-être les débuts, l'handicap de la langue, peut-être. Oui, au début, d'ailleurs, je me souviens, bon, les premiers temps, on apprenait donc le russe avec des Irakiens. C'était des réfugiés, donc des communistes. C'était des communistes. Le parti communiste irakien était opprimé à l'époque là de Saddam Hussein, et donc c'était des gens d'un certain âge par rapport à nous, par rapport à moi. Et donc l'université était un peu en dehors de le centre-ville. Et les Irakiens, ils ont remarqué qu'on allait en ville. Après la matinée, on faisait un cours de russe, puis après j'allais... Et un jour, il m'a posé la question, il m'a dit, mais comment tu fais pour aller en ville? Je lui ai dit, mais tu prends le tramway. C'était le numéro 5. Il m'a dit, mais si tu prends le 5 ici de là-bas, tu prends le 5 aussi. Exactement. C'était si simple que ça. Vous étiez plutôt débrouillard. Tous les jeunes se débrouillent en général. Hein. On parlait avec nos mains au début, et puis on s'est intégré assez facilement. Hein. Mais les Algériens, ils étaient à l'Institut du pétrole, donc ils étaient nombreux là-bas. C'était des jeunes. C'est des jeunes qui étaient venus avec le bac. C'était autre chose. Oui. Et les militaires aussi, ils étaient nombreux. À Bakou, ils avaient un véritable pouvoir. Hein. Ils géraient même, je me souviens, il y avait une discothèque, c'était eux qui la géraient, les militaires. Hein. Et les retrouvailles entre Algériens, ça se passait comment? Il y avait une organisation des Algériens, et des fois, donc, quand il y avait des fêtes nationales, là, on se rencontrait. Et côté études? Eux, non, je pense qu'ils étaient autonomes, donc on ne discutait pas de ce genre de trucs. Donc moi, là-bas, donc, à Bakou, j'ai suivi donc, le séminaire de mathématiques, bien sûr, et ensuite, je suis parti à Kiev, qui est la capitale de l'Ukraine. Oui. Voilà, et c'est là-bas donc que j'ai commencé mon travail de recherche sur les chaînes Markov en probabilité. Et c'est d'ailleurs intéressant de comprendre que, j'ai commencé les chaînes Markov et ensuite les applications au fil d'attente. Les notions innées de processus aléatoires, en général, ce sont des notions qui portent les noms de phénomènes qui ont permis de les découvrir. Donc, en général, par exemple, il y a un processus qui s'appelle processus de naissance et de mort. Il porte ce nom, pourquoi? Parce que c'est lié au développement des populations. Par exemple, tu prends les cellules, et les chaînes Markov, c'est la seule classe de processus aléatoires qui est née, c'est-à-dire c'est une histoire de littérature qui est à l'origine de la découverte de cette classe de processus aléatoires. On les appelle chaînes de Markov parce que c'est le mathématicien Markov qui l'a découverte. Mais comment il les a découvertes? Il était en train d'étudier l'alternance entre les voyelles et les consonnes dans le poème Eugène Onegin du célèbre poète russe Pouchkine. Et c'est comme ça qu'il a découvert cette notion de chaîne qui porte son nom.
Et donc la particularité de cette classe de processus, c'est quoi? Ce qui va se passer dans le futur dépend uniquement du moment présent et ne dépend pas du passé. Voilà, donc j'ai commencé à travailler sur ça avec des professeurs de très très haut niveau. Mon premier directeur, c'était l'académicien Viedrenko, Mikhail Yussifovitch. Ça, il travaillait sur la théorie des champs aléatoires. Et Meller-Dina, il venait de soutenir sa thèse de doctorat d'État. En URSS, il y a 2 doctorats. Il y a le PhD et il y a la thèse de doctorat d'État. Moi, c'était le PhD, parce que la thèse de doctorat d'État, c'est après. D'ailleurs, quelle est la différence entre les deux? Le PhD, c'est une nouvelle résolution d'un problème scientifique et technique. Alors que la thèse de doctorat d'État d'ENA, c'est une nouvelle voie dans le domaine de la science. Et Wayne, mon premier directeur de thèse, quand il a soutenu sa thèse de doctorat d'État, j'étais là-bas, il avait sa première publication, j'étais pas encore né quand il l'avait eu. Donc, il en avait plus d'une centaine. Donc, c'était des gens qui avaient une autre vision. Et en URSS, malgré la bureaucratie, c'est en côtoyant des gens comme ça qu'on comprend comment est-ce que ce pays a pu atteindre ce niveau scientifique extraordinaire, parce que à leur niveau, c'est-à-dire ils arrivaient à surmonter les difficultés administratives et autres. Et c'était pas donné à tout le monde. Alors. Exactement. Donc moi j'avais la chance d'être mathématicien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis pas obligé de passer mon temps dans les laboratoires. Ouais. Mon deuxième directeur de thèse, c'était Nikolai Valentinovich Kartachov, qui est aujourd'hui directeur de l'Institut nucléaire d'Ukraine et qui, à l'époque, était un jeune chercheur. Il était jeune, donc c'était son premier étudiant. Et là, à cette époque, donc, je le rencontrais une fois par semaine. À Drohar, le cours d'Egles, automobile, et on discutait comme ça, c'est-à-dire voilà, je suis bloqué à tel niveau, etc. Et dîner, bon, par exemple, il est dans le flâner, peut-être il a fait quelque chose sur ça, ou il a à la bibliothèque. Vous orientez. Voilà. Et ensuite, je suis libre jusqu'à la semaine suivante. Et qu'est-ce que vous faisiez entre-temps? Alors, on a beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé parce qu'à l'époque, il y avait des possibilités. أين يفرن ورث السينم الوجه الآخر. À l'époque, il y avait 15 républiques soviétiques socialistes. J'en ai visité une douzaine, donc la plupart des grandes républiques. Et ça coûtait pas cher. Et en plus, il y avait l'avion, le train, le je sais pas quoi. Bon, il fallait des autorisations, mais on les demandait et on nous les accordait. Voilà, donc j'ai fait les républiques du Caucase, c'est-à-dire que la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, donc où j'ai passé une année. Mais les républiques asiatiques, notamment l'Ouzbékistan, où il y a Tachkent, Samarkand, Bukhara, qui sont des très très grandes villes de l'islam, avec des monuments, des mosquées extraordinaires, des observatoires. C'est là-bas que les grands savants de l'islam ont vécu, ont travaillé. Et les autres républiques, le Kazakhstan, la Kirghizie, j'ai visité toutes ces républiques, et plusieurs très grandes villes de la Russie. La Russie qui fait 17 millions de kilomètres carrés, comme Rostov, Leningrad, Saint-Pétersbourg, aujourd'hui ils ont repris et la Sibérie. La Sibérie, donc j'ai fait toute la Sibérie, Kemerovo, Barnaoul et Novosibirsk, et surtout j'ai été jusqu'au lac Baïkal, à Irkoutsk, le lac Baïkal où il y a 25% des réserves mondiales d'eau douce. 25%. Et il y a là-bas près de 2000 espèces végétales et animales qui n'existent nulle part ailleurs.
C'est-à-dire, il n'y a que là-bas que ces espèces... C'était une découverte en quelque sorte. Voilà. Et là-bas, bien sûr, j'ai été en plein hiver, donc il faisait moins 40. Comment vous avez supporté? Moins 40, mais la sauce faude, c'est un glaçon qui... Et bon, d'abord, on était bien couverts, et puis on sortait pas longtemps. C'est-à-dire que c'était... Quel moyen de transport on utilisait dans ça? Il y a l'avion, il y a le train. À l'époque, bon, il faisait pas de la vitesse, mais il était ponctuel. Et puis, dans chaque wagon, il y a un samovar, une sorte de marmite particulière pour faire chauffer de l'eau et préparer le thé. Donc, le thé était distribué à volonté aux passagers pendant tout le trajet, pour 3 jours. أمشي تعيشين دينا avec tout ce froid. Ah, eux, ils ont l'habitude, hein. Ils ont l'habitude. أمشي supporter دينا. Qu'est-ce que vous mangez دينا? On mangeait ce qu'ils mangeaient, donc on a découvert toute la cuisine. ليش la cuisine سنفدرا داك؟ La cuisine, les soviétiques avaient un savoir-faire particulier. Ils avaient d'abord chacun une sorte de petite dacha ou un petit lopin de terrain où ils cultivent quelques fruits et ensuite ils conservent tout ça. Les tomates, les concombres. Malgré le gel, ça poussait quand même. Oui, il y a des périodes. Il y a des périodes, ensuite ils conservent tout ça et ensuite ils ont leur plat particulier, plov, je sais pas quoi, avec ça, leur soupe aux légumes, ils appellent ça borsch. Et c'est-à-dire, ils jettent rien. Ils jettent rien et ils savaient comment gérer voilà, tout ça. À travers toutes ces villes que vous avez visitées, votre coup de cœur? Incontestablement, c'est Leningrad. Leningrad, c'est une ville... Vous savez ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, que le nombre de personnes qui sont mortes là-bas, etc. Mais c'est d'abord la structure de la ville. Hein? Vous avez vu Venise à peu près comment est-ce qu'elle est. Donc là-bas, ces canaux-là, la verdure, mais surtout les lieux de culture sont extraordinaires là-bas. À Leningrad, il y a un musée qui est l'un des plus importants du monde, qui s'appelle l'Ermitage. Chaque œuvre, il te faut, je sais pas, 20 ans à 25 ans pour visiter ce musée. Il y a même une toile sur Béjaïa. Ah bon? Voilà, qui a été fait par un peintre célèbre qui s'appelle Albert Marquet, qui a vécu ici en 1925. Pouvez nous décrire un peu Je crois que ce tableau, c'est le port de Bougie. C'est le port de Bougie. Ça fait plaisir. C'était plutôt nostalgique, non? C'est-à-dire, Albert Marquet, les toiles d'Albert Marquet se trouvent un peu partout dans le monde. Par exemple, il y en a un au Metropolitan Museum à New York, il y en a à Bruxelles, il y en a au Georges Pompidou, mais ils ont là-bas des collections. Vous savez, l'histoire de la Russie est une histoire extraordinaire. L'histoire des tsars, l'histoire de l'orthodoxie, l'histoire de la littérature, Karl Marx, Lénine, c'est extraordinaire. Et ce sont des gens de très haute culture. Et l'accès à la culture était un accès pour tout le monde. C'était en quelle année? Moi, c'était de 79 à 83, début 84. La monnaie avait de la valeur. C'est-à-dire que la monnaie, c'est le rouble. Mais un rouble, c'est 100 kopecks. Avec un kopek, on peut acheter une boîte d'allumettes. Avec 2 kopecks, on peut acheter un jus. C'est-à-dire que la monnaie avait de la valeur. Donc, voilà. Et les spectacles étaient très accessibles. Et par exemple, quand vous allez au Bolchoï à Moscou, donc là où il y a les grands opéras, les grands ballets, pour 3 roubles, vous avez accès à ce type de spectacle. Bien entendu, il faut réserver bien en avance. Et vous avez des spectacles comme par exemple le Lac des Cygnes. Oui. C'était autre chose. Vous avez enchaîné peut-être les petits boulots en parallèle. Non, pas du tout, parce que Nkini, j'ai eu de la chance. Émigré, 2 ans avant, il n'avait que la bourse de l'époque, c'est-à-dire 100 € par mois. 100 €, c'est beaucoup, parce qu'à l'époque, le salaire moyen en URSS, c'était peut-être 130 €. Ou bien moins. Mais nous, on avait, je parle des gens qui préparaient un doctorat, on avait un complément en devise du gouvernement algérien. Ce qui fait qu'on était les Américains de l'URSS à l'époque. On était les plus riches, on touchait plus que les Libyens. Les Libyens, il y avait que les militaires. On touchait plus que les jeunes qui étaient envoyés par les entreprises. Ils étaient, assez nombreux, je sais pas. Ensuite, vous avez les militaires. Donc, il y en avait, par exemple, à Kiev, il y avait les gens de l'aviation. Et à l'université, il y avait très peu de gens. Nous, à l'université, on était peut-être 3. À l'époque, vous
touchiez combien? Donc j'avais les 100 roubles, plus on avait un complément en devise. À l'époque, on touchait ça en dollars ou bien en francs français. Je me souviens plus très bien. Hein. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas fait d'économie, mais j'ai pu ramener, quand j'ai fait mon déménagement, j'ai pu ramener une R4. C'était votre premier véhicule peut-être? Oui, c'est mon premier véhicule. À travers tous ces voyages, est-ce que vous envoyez à l'époque du courrier? À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas le portable aussi. Exact. Ce que je voulais dire, justement, par rapport à cette époque, par rapport à mes parents, oui, on utilisait les lettres. À l'époque, c'était les lettres. Mais par rapport à l'argent, ce que je voulais dire, c'est que je me rappelle qu'il y avait eu une opération Glourtner, il y avait des billets de 500 dinars. Il y avait des billets de 500 dinars et j'avais un copain qui en avait. Et ensuite, il y a eu ici une opération où ils ont supprimé les... Oui, retiré les billets. Retiré. 48 heures, je sais pas quoi. Oui. Donc lui, le temps qu'il ait l'information, etc., donc il a perdu, je sais pas combien. Il n'avait pas de chance apparemment. أين يفرن ورث السينم. كيف غير كندا على المغسيوس الحاجة cet amour envers les mathématiques امشي يسد الديكليك امشي يعني vous êtes retrouvé dans ce domaine. D'abord, il y avait mon père qui était professeur de mathématiques. Et ensuite, j'ai mon grand frère aussi qui avait commencé 2 années avant dans cette orientation. Voilà. Donc, Alors, Ned, vous étiez à Kiev. يعني les soviétiques, c'est des gens qui sont un peu réservés. Il a Abdoul Izmira qui خدم ديت سنة على قاكا facilement. même qui قلنا le contact avec ce genre de personnes. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais dans un bâtiment qui était international. Il y avait des Américains, des Finnois, des Français, des trucs, etc. Donc, on était très nombreux. Ceux qui préparaient les doctorats, on n'était pas nombreux. C'était les pays de l'Est en général, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, le Vietnam, le Cuba. C'était ce type de... Et puis, en général, c'était des gens qui étaient plus ou moins âgés parce qu'ils travaillaient déjà. C'était des gens qui occupaient des postes de responsabilité et qui venaient uniquement pour des stages de quelques mois pour préparer leur thèse de doctorat. Mais les autres, c'était des stagiaires qui apprenaient la langue russe ou bien. Donc, ils venaient pour 6 mois. Donc, il y avait vraiment un mouvement dans cette cité. Et les Russes, les Ukrainiens, les peuples de l'Union soviétique sont des peuples très ouverts, qui vous invitent chez eux, qui vous invitent à manger. J'ai eu des relations extraordinaires avec eux jusqu'à présent, donc on a gardé des contacts. C'était extraordinaire, hein, c'est vraiment autre chose. Vous vous êtes fait des amis là-bas? Bien entendu. Il y avait... Tout le monde était là-bas. C'est ça, j'allais dire, ce monde cosmopolite, toutes ces nationalités qui vivaient dans ce pays. Et j'étais à Kiev, on avait un comité des Algériens du Kiev, et j'étais le responsable des relations extérieures. Il y avait le président à l'époque, c'était, comment il s'appelle, Lagoun, Malek, qui est un éminent réalisateur de films, de théâtre, qui a été conseiller de la ministre. Il a été directeur de l'Institut de Borj el-Kifan, comment il s'appelle, l'INADC. Voilà. Il était là-bas d'ailleurs avec sa femme Nadira, qui est aujourd'hui enseignante à l'école des Beaux-Arts. Il y avait les sœurs Fouzia et El-Hajj. Les sœurs et El-Hajj, il y avait toutes les sommités de la culture étaient là-bas à Kiev, à l'Institut de la culture, à Moscou, etc. Alors elles nous préparaient de ces couscous, je vous dis pas.
Et voilà, donc, j'étais responsable des Algériens et je faisais des discours dans des usines ou bien dans les fêtes nationales, par exemple, de la Syrie ou bien de la Palestine ou bien de... C'était bien structuré. Ce comité était affilié. Il y avait un comité général au niveau de l'URSS qui était soi-disant affilié à l'UNGA, mais qui était noyauté par les gens du PAX, les gens de gauche, de manière générale. Ça a duré combien de temps, combien d'années, votre passage à Moscou? Alors, je suis resté peut-être 4 ans en URSS. Et votre doctorat, c'était? C'était sur l'application des chaînes de Markov, donc pour étudier un certain nombre de ce qu'on appelle systèmes de files d'attente. Il y a une théorie mathématique qui s'appelle la théorie des files d'attente, qui est née des problèmes de téléphonie. C'est les problèmes de téléphonie qui ont été à l'origine de la création de cette théorie. File d'attente, comme vous le comprenez, c'est-à-dire un magasin, vous avez quelqu'un, etc. Pourquoi cette théorie est très très importante? Parce que quand vous avez un aéroport comme Béjaïa, quand vous devez le gérer, vous n'avez pas besoin d'utiliser la théorie des files d'attente. Mais quand vous avez un aéroport comme celui d'Atlanta, aux États-Unis, où vous avez toutes les 30 secondes un avion qui atterrit et toutes les 30 secondes un avion qui décolle, Bien sûr. vous avez une file d'attente. Interminable. Sur le tarmac qui attend pour décoller et au ciel, vous avez des avions qui tournent en rond et qui attendent pour L'atterrissage. atterrir. Oui. Mais dans un aéroport, les files d'attente sont partout. Elles sont quand vous devez aller chercher votre carte d'embarquement, Pour l'enregistrement. les bagages, le nettoyage des avions. Là, on le passe en repas. fait, il y a une file d'attente interminable, c'est clair. Et donc, s'il y a un dysfonctionnement, quelque chose, tout s'écroule. C'est clair. Et donc, il y a bien sûr des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de coût, mais surtout, il y a même aussi des problèmes, j'allais dire, politiques. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple Vienne, qui est choisie par l'OPEP pour organiser ces conférences internationales, si les participants à cette conférence trouvent des difficultés à l'aéroport, l'année suivante, ils choisissent une autre ville. C'est donc, clair. il y a des enjeux très importants. Exactement. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai... Et je vous ai dit que mon directeur de thèse était jeune, donc j'étais son premier directeur. Il avait quel âge? Bon, il est né en 52, donc il a 4 ans de plus que moi, hein, mais il était très jeune, ça a été quelqu'un qui a évolué très rapidement. Et dans mon jury, il y a 15 personnes, le jury général, c'est tous des sommités. Vous savez, quand j'étais à Kiev, il y avait 3 séminaires spécialisés. Dans le domaine des probabilités statistiques, il y avait à l'Académie des sciences, donc il y avait le séminaire de Karaliuk, au niveau de l'Institut cybernétique, le séminaire de Kovalenko, l'académicien Kovalenko, et à l'université, celui de Skorokhod. Et ils venaient tous pour assister à ce séminaire, donc il y avait un exposé par semaine. J'étais jeune, bon, j'assistais à ce séminaire, grosso modo il y avait une trentaine d'exposés sur l'année, j'arrivais à en comprendre grosso modo peut-être 4 ou 5, c'est-à-dire. Mais dans la salle, il y avait une quinzaine de personnes, quel que soit le sujet, pour passer là-bas, il fallait vraiment se réveiller de bonne heure. أين يفرن ورث السينم. ياخد في لا جورني ني لا سوتنونسيني بدو ياخدك مي تذكرتك الصباح على ميدين تفوك لا جورني سيتي ستريسون سي كلير. Oui, bien sûr. Alors, قلوختني ولاش les data showing, les rétroprojecteurs. ولاش التاويلات؟ Il n'y avait pas ça. Donc nous, on préparait, c'était des placards. Donc c'était des grandes feuilles où on écrivait donc les formules. Voilà, donc il fallait préparer ça. Bon, mais il y avait des gens spécialisés pour préparer tout ça. Vous aviez préparé pendant combien de
de temps? Ça a demandé du temps, hein. Je suppose que vous avez passé une nuit blanche, Shahez. Probablement. Mais mon directeur de thèse avait très peur quand j'ai soutenu parce que, donc, Neramd, parmi l'organisation responsable, le rapport avait été rédigé par un mathématicien, un académicien qui s'appelle Kalachnikov. C'est quelqu'un qui avait découvert une méthode. Nous, à Kiev, on avait mis au point cette nouvelle méthode qu'on appelait la méthode de stabilité forte. Et lui, il avait une méthode. Et donc, dans le rapport, il avait fait des remarques. Et mon directeur de thèse avait très peur. Donc, Inaïd, Itfeyeka, Iné, Egdinir, Turan, Einig Dnan, Inid, je suis d'accord. Pour éviter les histoires et les problèmes. Iné, tu commences par leur dire je suis d'accord. Iné Rombal, tu rajoutes cependant. Mais il ne faut pas le braquer. Exactement, les choquer, quoi. Voilà. Alors, la journée, comment ça s'est passé? Donc la journée, donc il fallait préparer. Les mathématiciens, contrairement à ce qui se passe ailleurs, nous connaissons, c'était des gens qui n'accordent pas de l'importance au protocole. J'avais un ami, par exemple, qui s'appelait Ben Aïssa. Lui, il avait fait toutes ses études à Kiev depuis qu'il est venu avec le bac. Lui, donc, c'était un juriste. Et eux, c'est autre chose. C'est le protocole. Nous, c'était assez ouvert. Et nous, on n'avait pas de problème. Mais eux, ceux qui, j'allais dire, avaient des disciplines à économie, etc., il fallait qu'ils prennent en compte la situation de l'URSS. C'est-à-dire que l'époque, c'était le socialisme. Donc, il fallait toujours faire référence aux travaux de Karl Marx, de Lénine. Bon, pour l'Algérie, c'était pas un problème parce que nous aussi, on était dans le contexte du socialisme. Oui. Mais pour ceux qui, peut-être, étaient de notre nationalité, ça devait être difficile. C'est sûr. Vous vous rappelez des membres du jury, d'accord? Oui, bien sûr, parce que vous savez, quand vous passez par ce truc-là, donc parmi les membres, donc il y en avait un qui s'appelait Kuznetsov, qui était de l'Institut de cybernétique de l'Académie des sciences. Il y avait Tourbin, qui était de l'Institut de mathématiques de l'Académie des sciences. Il y avait les académiciens, donc il y avait Karaliok, il y avait Skorokhod, il y avait Somailenko. Vous savez, quand vous devez passer devant ces gens-là, ça, vous êtes obligé de... J'imagine. Et là, donc, j'ai soutenu le 15 novembre 1983, c'est-à-dire que ça fait maintenant 33 ans. Hein, ça fait 33 ans et vous voyez que je me souviens encore de leur nom. Et ça a duré combien de temps, votre soutenance? La soutenance, je pense que ça a dû durer 3 heures. Hein. À la fin, soulagement bien sûr. Oui, ça s'est bien passé. Ça s'est relativement bien passé. Quand l'académicien Kalachnikov a fait ses remarques concernant, c'est-à-dire le travail que j'avais fait, il y a un jeune qui s'appelait Silvestrov, qui est en Suède d'ailleurs maintenant, et qui a pris la parole en disant que, effectivement, la méthode donc, que les gens de Moscou, parce que c'était des conflits d'écoles. Oui, c'est clair. Nous, c'était l'école de Kiev, donc il y avait l'école de Moscou, il y avait celle de Vilnius, et il y avait celle de Tashkent. Et donc, chacun essaye d'imposer sa méthode. Sa méthode et son école aussi. Et son école. Et donc, ce jeune-là, Silvestrov, qui était une sommité, donc déjà à l'époque, à 25 ans, il a eu sa thèse de doctorat d'État. C'est-à-dire, moi, quand je vous ai parlé au début de mon directeur de thèse, lui, il avait eu sa thèse de doctorat d'État, il avait 60 et quelques ans. Alors que le jeune-là, et il a pris la parole en disant que ce que nous faisons à Kiev, ici, est essentiellement original parce que c'est la première fois que les constantes au niveau des inégalités ont pu être obtenues et c'est cet élément qui permet de pouvoir mesurer de manière précise l'erreur commise, etc. Voilà. Donc et le verdict à la fin, comment ils vous ont annoncé? Je dis comme quoi j'étais digne de ce grade. En russe, ils appellent ça candidate nauk, technikum mathématique terteski nauk. Et là, c'était le soulagement, bien sûr. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait après, juste après? Ça se fêtait, je pense. Bien entendu. Ah oui, on a fait grand. Il y avait tous les amis de l'époque, donc de toutes les nationalités. Hein. Et d'ailleurs, pourquoi je vous racontais tout ça? Parce que les professeurs, d'ailleurs même les membres du jury, etc., ont été très surpris parce que l'amphithéâtre, c'était un amphithéâtre de 300 places, peut-être était plein. Alors que d'habitude, les soutenances en mathématiques, il y avait juste les membres du jury, quelques gens de la chaire, etc. Je vous ai dit que j'étais responsable donc au niveau du comité des Algériens, donc il y avait tous les Algériens de Kiev, mais tous les gens de la cité là avec qui, donc de toutes les nationalités qui étaient présents. Voilà, donc ils n'avaient jamais vu ça. C'était un événement quoi. Oui. Là où il y a les Algériens, il y a l'ambiance. C'est ça, ouais.
أين يفرن ورث السينم. ويا كان نوض غثاقران النوفان وسان أحريشة يويسين غيدي جمعني دون جاينعنان تودرتنا البروفيسور جميل عيساني دينير كان تعادي دون دي لما يرادو خلاق دورتي دي تدون قاسيك شفانسا إليث مرة دي تعاد وكان نتبع أحريش ويس ثلاثة أرتوفاث جيغاون السر إدريسر.